j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 21 septembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. On commence la semaine ensemble, il s'est passé plein de choses ce week-end en Ligue 1. On va en parler, mais d'abord place à notre fait du jour consacré à ce beau week-end de foot que nous a offert la Ligue 1. Ça avait mal démarré, il faut le dire, vendredi soir avec cette OL Nîmes qui s'est soldée par un triste 0-0. Et puis finalement, cette quatrième journée a été plaisante. On a vu des buts et des beaux, des retournements de situation, des joueurs qui ont confirmé, d'autres qui se sont révélés. Le retour de Kylian Mbappé avec Paris dimanche face à Nice, Youssef Attal ne le dira pas, mais nous, on lui dit merci. Et oui, il y a bien un PSG avec et un PSG sans Mbappé. On a vu une jeunesse rennaise pleine de promesses qui a renversé Monaco samedi, mais surtout des équipes qui n'ont pas peur de faire le jeu des prestations collectives abouties, Montpellier, Rennes, mais aussi l'audace des promus à l'image de Lens qui a largement dominé les Girondins de Bordeaux dans une affiche mythique de la Ligue 1. Les 100 et or regardent le championnat les yeux dans les yeux. Le Brest d'Olivier Dalloglio aussi, qui à l'image de son buteur Romain Perraud enchaîne et séduit. On a vu 29 buts, c'est un record cette saison. Et même Lorient, qui, en difficulté, reste lui aussi un jeune promu décomplexé. Globalement, on a vu du jeu et des bons matchs ce week-end, et ça fait plaisir. Allez, je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette quatrième journée de Ligue 1. Et on commence par Marseille, qui galère après une défaite jeudi soir à domicile face à l'AS Saint-Etienne. L'OM n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul hier soir contre Lille, toujours au Vélodrome, sauvé par un Valère Germain poussé vers la sortie par ses dirigeants et un Steve Mandanda en grande forme. C'est un mauvais début de saison à domicile pour les Olympiens. Pour en parler, je suis avec Romain Canuti. Salut Romain. Salut Sarah. Romain, t'es journaliste au Phocéen. On va parler un peu de ce début de saison compliqué pour l'OM. Premier constat, Romain, lorsqu'il s'agit de faire le jeu, c'est compliqué pour Marseille. Ils sont souvent dominés quand même dans le jeu par tous les adversaires depuis le début de saison. C'est un constat difficile que tu fais, mais qui est vrai, parce que la victoire à Brest, ça valait davantage sur certains éclairs, et notamment de Florian Thauvin. Et puis il y a ce match à Paris, qui est forcément un peu particulier. Et je pense que c'est ce match à Paris qui conditionne tout, parce que on n'a plus vu la même équipe derrière, que ça soit contre Saint-Etienne et contre Lille. On a vu, généralement en football, il y a ce terme assez commun de sénateur. On a vu des joueurs qui portent un peu trop le ballon, qui font moins les efforts de se replacer ensemble. On en vient à se demander si l'addition de Florian Thauvin et son apport qu'on voyait comme la fameuse formule toute faite du c'est une recrue n'amène pas aussi certains problèmes où ça fait un joueur de football de plus et donc du coup les autres le regardent, s'agacent parce que du coup il touche un peu moins le ballon, suivez mon regard. On a vu que ça posait quand même certains soucis quand on voit quand même deux joueurs se disputer un corner et râler, c'est toujours des petits symboles, faut pas trop en faire. Et ça reste quand même des symboles un peu inquiétants. Donc il y a beaucoup de questions là-dessus. On voit que y a des joueurs qui font beaucoup de kilomètres. Je pense à Morgan Sanson, mais peut-être pas à bon escient. On voit un Valentin Rongier moins mordant sur ses prises de balles, le positionnement de Camara moins bon. Donc voilà, c'est un ensemble de choses où on se dit il va falloir il faut peut-être un petit coup de baguette magique pour remettre tout ça dans un bon ordre, pourquoi pas avec une nouvelle organisation. Alors Valentin Rongier, il est un peu moins exigeant, un peu moins dedans depuis quelques matchs. Tu me parlais de Thauvin, tu me parlais de Payet. Justement, on va parler du trio d'attaque qui a été quand même hier soir au Vel assez fantomatique. Benedetto, Payet, Thauvin, pas inspiré hier soir, aucune frappe cadrée en 70 minutes. Tu me parlais des courses, pas concernés non plus les trois par le repli défensif, et finalement remplacés tous les trois en fin de match, Romain. C'est quand même quelque chose de très rare de voir à la 70e et Payet et Thauvin sortir, ça arrive quasiment jamais. Alors effectivement, les choix donnent raison à André Villas-Boas qui considère désormais Valère Germain comme une doublure de Thauvin à droite. Il l'a fait rentrer et Valère Germain a quand même marqué, donc ça rapporte un point à l'Olympique de Marseille. Mais on peut difficilement croire, quand on voit l'influence de Payet et Thauvin sur cette équipe, cette saison comme les précédentes, que c'était vraiment, ce changement n'était motivé que par l'envie de donner 20 minutes de temps de jeu à Valère Germain et Nemanja Radonjic. Donc non, effectivement, il y a aussi un peu de sanction envers ces deux joueurs et de leur dire attention, c'est valable pour l'un comme pour l'autre.
Effectivement, pour l'instant, André Villas-Boas s'en défend. Il parle plus de l'opposition lilloise. Forcément, quand on est coach dans ces moments-là, on gagne du temps. C'est très bien, bravo à lui. Mais je pense que dans les jours prochains, il va pas du tout tenir le même discours à son groupe et que les murs de la commanderie risquent de trembler. Dario Benedetto, lui, est sorti 8 minutes plus tard, effectivement, après le duo Payet-Thauvin. André Villas-Boas, justement, Romain, c'est vrai qu'il y a cette victoire dans le classique face à Paris qui lui a offert une certaine immunité. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, pour combien de temps selon toi? Alors, c'est pas encore le feu, on est à la 4e journée. Mais on sait que ça va vite quand même. Il y a une semaine, l'OM comptait 6 points d'avance sur Paris. 2 matchs plus tard, il n'en compte plus qu'un. Selon toi, jusqu'à quand est-ce qu'André Villas-Boas va pouvoir être confiant et conforté, j'ai envie de dire, dans sa position? Il y a une douleur assez vive à Marseille qui est quand même toute cette saison passée avec Rudy Garcia, sa dernière, qui était une saison de grande souffrance. Même si l'OM finit 5e du championnat et que de loin on pourrait se dire c'est pas si mal. Non, c'était vraiment une saison très difficile et personne n'a envie de revivre ça à Marseille et personne n'a envie de voir un coach confirmé pendant un an parce qu'il a fait une super saison juste avant. Donc il y a ce problème-là avec André Villas-Boas et que beaucoup commencent un peu à craindre parce que si on regarde cette équipe de l'Olympique de Marseille, on voit que dans le jeu de position offensivement, on a l'impression qu'il ne se trouve pas, que ça n'a pas été trop travaillé. Alors est-ce que ça n'a pas été respecté ou pas travaillé? On va avoir la réponse quand même sur les prochains matchs parce qu'ils ne peuvent pas être dilettantes comme ça plusieurs rencontres d'affilée. Et puis on voit des signes, on voit un Dimitri Payet qui reste un peu sur son côté gauche, là le long de la ligne de touche, un peu boudeur à regarder, soit c'est moi qui mène l'action, soit vous vous débrouillez, et moi je reste là. Voilà, il y a quand même certains symboles qui nous rappellent cette dernière saison Garcia, et donc qui fait qu'on est peut-être un peu inquiet peut-être trop tôt. Tu le rappelles, c'est que la 4e journée, mais on est quand même inquiet. Donc à lui de trouver la bonne formule, et ça passe peut-être par une réorganisation, de trouver quelque chose pour remettre cette équipe dans le droit chemin. Ça peut être aussi mental, tout simplement. Ça peut être des fois de prendre un cadre, de le sacrifier, de le mettre sur le banc et puis de faire tourner l'équipe avec une meilleure assise, en intégrant un élément qui va peut-être se donner corps et âme à l'équipe et puis qui va pas laisser parler son ego. Il y a 2 ans, Rudy Garcia, il avait trouvé la bonne formule en intégrant dans le 11 de départ un Lucas Ocampos qui courait un peu pour tous les autres. Est-ce que André Villas-Boas va trouver son Lucas Ocampos? C'est toute la question. Ouais, tu parles d'inquiétude, on est à un mois à peine de la reprise de la Ligue des Champions, Romain. Ligue des Champions dans laquelle est bien sûr qualifié Marseille cette saison. Romain, tu parlais de recrues. Eh bien, André Villas-Boas attend toujours un attaquant dont il a annoncé l'arrivée imminente cette semaine, mercredi peut-être, a-t-il dit hier en conférence de presse. Quant à l'identité du joueur en question, eh bien, le coach marseillais en a dit là aussi un peu plus sur son profil. On l'écoute. C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver, un joueur pour travailler, qui peut jouer dans notre position d'attaque. C'est pas un attaquant de référence. Veut dire pas qu'on soit fermé ici. Mais oui, c'est un pépite, comme vous dites souvent, et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit, qui va nous aider cette saison. Et bon, on attend après les choses médicales et tout ça pour vous confirmer le deal. Alors qui est-ce? Eh bien, Pablo Longoria aurait jeté son dévolu sur Luis Enrique, jeune Brésilien de 18 ans. Il arrive de Botafogo, il devrait s'engager avec l'OM pour 4 ans. On parle d'un montant de 10 millions d'euros. Est-ce que tu connais un petit peu son profil, Romain? C'est génial quand même. On était, il y a quelques jours, c'est l'équipe qui annonçait que la piste prioritaire était Luis Suarez. Maintenant, on est sur Luis Enrique. Donc, du coup, qui a résilié avec le Barça, Luis Suarez. S'il pourrait pas nous aiguiller, parce que lui, Luis Suarez et Luis Enrique, il les a bien connus à Barcelone. C'est pas eux, c'est des homonymes. Et là, donc, ce Luis Enrique qui viendrait du Brésil, faut pas en attendre trop non plus, dans le sens où c'est un joueur de 18-19 ans. Quand André Villas-Boas a parlé en conférence de presse de pépite, c'était pour reprendre un terme qu'il trouvait un peu galvaudé en conférence de presse, donc faut pas sortir non plus du contexte. Quand il a annoncé une pépite, faut pas se dire l'OM a signé le nouveau Neymar, tiens, justement. C'était plus ironique de sa part qu'autre chose.
Donc c'est un joueur qui a un fort potentiel et dont il va pas falloir mettre le poids de l'attaque entier sur les épaules comme ça de suite dès son premier match. C'est quelqu'un qui vient pour être justement la quatrième solution sur le banc de touche, c'est-à-dire d'être derrière ce fameux trio Payet, Thauvin, Benedetto, d'être la première sortie de banc, plus que Nemanja Radonjic et Valère Germain qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné totalement satisfaction. Dernière question sur le match, pour revenir un petit peu au match d'hier soir, Romain. C'était la première de Nagatomo, première titularisation, en tout cas, à ma vie suspendue, première titularisation très compliquée pour Nagatomo. Ouais, alors c'est bizarre, je suis peut-être un des seuls, je suis peut-être minoritaire, mais je partage pas vraiment cette analyse. Moi, tu l'as trouvé bon ? Été intéressant. Alors bon, je dirais pas jusqu'à bon, il y a qu'un joueur qui a été bon à Marseille sur ce match. Il s'appelle Steve Mandanda. Mais Nagatomo, j'ai senti son expérience, je trouve que c'est bien d'avoir un joueur comme ça, et je l'ai vu sur une première mi-temps où je l'ai trouvé intéressant dans son positionnement, dans ce qu'il amenait quand il faisait une passe, qui derrière il arrivait un peu à remonter, à se positionner. Je trouvais ça intéressant, je crois que ça sentait l'expérience. Effectivement, sa seconde période est mauvaise. Il se fait éliminer par Luis Araujo sur le but de Lille, mais voilà, si on regarde bien, Jonathan Bamba a tout loisir, il remonte le milieu de terrain parce que Camara et Rongier étaient nettement trop hauts au moment du dégagement de Steve Mandanda, et Bamba a tout loisir d'ajuster cette passe en profondeur pour l'attaquant de Lille. Donc à un moment donné, voilà, quand t'es défenseur et que t'es livré à toi-même, c'est compliqué. Il a été sorti un peu rapidement derrière, mais je trouve que voilà, c'est pas le problème vient pas de là, dans le sens où il a quand même fait, je trouve, une première période intéressante quand on parle d'un latéral gauche remplaçant, bien évidemment. Merci beaucoup, Romain. Je vous rappelle que Marseille a rendez-vous avec Metz, toujours au Vélodrome. Ce sera samedi prochain, 3e match consécutif à la maison. À voir si effectivement la dynamique va être un petit peu changée. Merci beaucoup, Romain. Dans le même temps, de nouvelles images sont sorties en ce qui concerne les accusations de racisme visant Álvaro. TV Globo, un média brésilien, a fait appel à des experts en lecture labiale et une analyse aurait démontré qu'Álvaro aurait bien prononcé le mot mono, à savoir singe en espagnol. Alors oui, certains diront que cela vient du Brésil, pays de Neymar, mais toujours est-il que depuis la mise en instruction du dossier par la LFP, le Paris Saint-Germain se saisit de toutes les images et analyses pour faire la lumière sur les propos tenus par le joueur de l'OM. La suite au prochain épisode. On part à Rennes, où les Bretons ont samedi renversé la vapeur face à Monaco. Menés 1-0, les Rennais se sont finalement imposés 2-1 dans le Stephen Time, puisque ça devient une habitude maintenant pour cette équipe d'inverser le rapport de force en fin de rencontre. À Monaco, justement, on a appris ce matin que Loïc Badiachil, le gardien monégasque, prêté la saison dernière au Cercle Bruges puis à Amiens, va évoluer cette saison en 3e division espagnole, puisqu'il vient d'être prêté à Las Rosas. À Brest, on a gagné à la maison le derby face aux Lorientais, 3-2, avec notamment un très beau but signé Romain Perraud, encore lui, déjà buteur et passeur une semaine plus tôt à Dijon, le latéral gauche de 22 ans Armissa. À Metz, on souffle un peu, première victoire pour les hommes de Vincent Ognon, enfin, victoire 2-1 et doublé d'Ibrahima Niane face à des Rémois toujours dans le dur. Malgré le retour de Younis Abdelhamid, les Rémois sont fébriles. Ils ont perdu cette sérénité défensive qui faisait pourtant leur force la saison dernière. Autre équipe en difficulté en ce début de saison, c'est Dijon qui ne gagne toujours pas, seule équipe de Ligue 1 sans le moindre point. 4 matchs, 4 défaites et un seul but marqué. Les temps sont durs. En attendant, leur adversaire du week-end, Strasbourg, prend lui ses 3 premiers points de la saison grâce à cette courte victoire 1-0 à la Méno. Paris se rassure aussi en enchaînant avec une 2e victoire consécutive. Vainqueur 3-0 sur la pelouse de l'OGC Nice, le Paris Saint-Germain retrouve des couleurs grâce notamment à un Kylian Mbappé bien en jambes. Côté droit, c'est Youssef Attal qui a souffert de la bonne forme de Mbappé. L'Algérien qui revient d'une longue blessure au genou a malheureusement rechuté, victime d'un claquage. Alors il va passer des examens ce lundi. On prendra des nouvelles puisque sachez que le gardien niçois Walter Benitez sera notre invité mercredi dans Flash Foot. Samedi, c'est Bordeaux qui a subi, comme Nice, sa première défaite de la saison. À Bollaert, les Bordelais ont été malmenés par des Lensois qui ont remporté la bataille du milieu et débordé une défense girondine qui a multiplié les erreurs. Les Girondins ont même fini la rencontre à 10 après l'exclusion de Paul Bice.
Ignatius Ganogo, buteur lensois de ce début de saison, et Gaël Kakuta étaient tous les deux en grande forme. Avec 3 victoires en 4 matchs, les Lensois sont au pied du podium à l'issue de cette 4e journée. De son côté, Montpellier enchaîne. À 15 jours du derby face à Nîmes, les joueurs de Michel Derzakarian se sont largement imposés 4-1 face à Angers, grâce notamment à un doublé de leur capitaine Andy Delors. Arnaud Souquet a lui inscrit son premier but de la saison, mais a prématurément dû quitter le terrain, touché à la cuisse. Les Verts, quant à eux, sans Wesley Fofana et fatigués aussi, il faut le dire, après avoir disputé leur 3e match en 8 jours, ont concédé le nul après avoir mené 2-0 à la Beaujoire. Mais les joueurs de Claude Puel restent tout de même leaders à l'issue de cette 4e journée. Et puis il y a encore eu des rouges ce week-end, 2 rouges qui portent à 23 au total le nombre d'exclusions en ce début de saison, 23 en 39 matchs. Alors si ton club n'a pas encore reçu de rouge, c'est qu'il n'est pas en Ligue 1. D'ailleurs, toujours aucun rouge pour Yannick Cahuzac et Nicolas Pallois. Messieurs, en reprenez-vous s'il vous plaît. Et une semaine après les polémiques sur l'arbitrage, après Paris Saint-Germain-Marseille, l'arbitrage vidéo notamment n'a jamais été autant remis en question. Les critiques sont nombreuses. On passe justement à notre déclat du jour. Elle est signée Christian Gourcuff, un Gourcuff très agacé. Envie de parler d'arbitre parce que là on a encore une demi-heure à parler, donc je ne vais pas parler d'arbitrage, mais bon, vous avez tous vu le match, donc voilà, c'est très clair. Voilà la réaction de l'entraîneur nantais à l'issue de la rencontre entre son équipe et l'AS Saint-Étienne. Alors il faut dire que ça fait quand même 2 semaines de suite que les Nantais se font avoir par l'arbitrage. L'objet du litige cette fois, un quart d'heure de jeu à la Beaujoire, Ludovic Blas se défait de Timothée Kolodziejczak d'un joli crochet, sauf que le défenseur stéphanois le rattrape et stoppe Ludovic Blas dans la surface de réparation sans toucher le ballon. Sauf que voilà, l'arbitre ne bronche pas, Blas est au sol, Christian Gourcuff et la Beaujoire fulminent. Alors comment M. Anthony Gauthier a-t-il pu laisser passer ça ? Mené, Nantes continuera de courir après le score jusqu'à la 85e. Le nul arraché rétablit un peu l'injustice, mais les Canaries peuvent clairement l'avoir mauvaise. Vous entendez ça ? C'est l'heure de vous partager notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Parce qu'Eduardo Camavinga n'est pas la seule pépite à faire la fierté du centre de formation du Stade Rennais, le coup de cœur cette semaine est pour Adrien Truffert. Premier match en Ligue 1 samedi après-midi, une passe D, un but et une prestation qui permet aux Bretons de l'emporter face à l'AS Monaco. C'est ce qui s'appelle des débuts fracassants en Ligue 1. Un premier contrat pro paraphé au mois de mai dernier et un grand baptême en championnat samedi donc pour le jeune Truffert, 18 ans. Entré juste avant la mi-temps pour pallier la blessure de Fetou Mawassa, il a d'abord délivré une passe D pour l'égalisation de la tête signée Steven Zonzi, avant d'envoyer une frappe puissante de l'extérieur de la surface monégasque. Formé à Rennes, resté sur le banc lors des 3 premières journées de championnat après avoir eu droit à quelques bouts de match pendant la préparation, eh bien Adrien Truffert attendait sa chance depuis le début de saison. Samedi, il l'a saisi avec une insouciance déconcertante. Eduardo Camavinga, Brandon Sopi, Yann Boho, Jorginho Rutter et donc Adrien Truffert aujourd'hui, ça nous rappelle ce que disait Julien Stéphan il y a quelques mois. La formation, ça fait partie de l'ADN du club. Pour qu'un modèle économique puisse bien fonctionner, on doit s'appuyer sur le centre de formation, on doit s'appuyer sur l'éclosion des jeunes joueurs, les amener à maturité pour que les très très bons partent dans des clubs encore plus huppés ensuite et pour que les autres fassent perdurer un esprit aussi local. Truffert est le 5e joueur à marquer et délivrer une passe D lors de son premier match en Ligue 1 ces 10 dernières saisons après Waris, Neymar, Pereira Lage ou encore Melling le 23 août dernier. Sachez que son but et tous ceux de cette 4e journée sont à retrouver sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.